À la table, À je la vous table. présente Simon Joannin. Simon Joannin, vous connaissez Loudoyon, mais plus par le cinéma, vous me disiez. Oui, effectivement. Je suis très marqué par Carrément à l'Ouest. Ah, merci, merci. Ça me fait plaisir. C'est, je pense, pas le seul, mais un des films où si on me demande quel film voir, c'est Carrément à l'Ouest qui est celui qui m'a le plus plu. Je suis content d'avoir bonne Ouais. pioche. Absolument. Vous en êtes tout d'ailleurs, à part les chansons, bien entendu, mais vous en êtes tout dans cette carrière d'actrice. Pour l'instant, la chanson prend tout, j'ai l'impression. Oui, ça prend énormément de temps. Les tournées, la fabrication du disque. Ouais, ça prend beaucoup de temps. D'accord. Et c'est vrai que pour l'instant, ça a été un plaisir très grand. Et en plus, avec la complication, je pense que maintenant, ça me plairait beaucoup d'aller me remettre au service de l'imaginaire de quelqu'un d'autre. Mais j'avais pas assez de souplesse pour pouvoir, d'un côté, m'impliquer et devenir quasi chef de mes projets, d'essayer de trouver ma... Troisième album, ça pardonne pas, là. C'est vraiment, on est vraiment installé dans le métier, ouais. Et de les écrire, de les composer, de les enregistrer, d'après aller les défendre et puis la tourner. Enfin, c'est vrai que ça prend un temps monstrueux. Mais maintenant, je serais assez je trouvais ça assez joyeux d'aller travailler. Moi, je trouve que vous avez appris très vite en musique. Très très vite. En 3 albums, j'ai vraiment l'impression que ça y est, les choses, elles sont posées. Moi, j'ai l'impression que ça y est, il y a une grande carrière là qui peut commencer. Je suis contente. Déjà victoire de la musique pour le premier, c'était déjà énorme. Vous avez aussi un autre point commun tous les deux, vous avez été mannequin. Oui, alors moi ça a été fait de manière assez... Moi Simon Joannin. je me qualifie comme un mannequin Ryanair. J'ai travaillé à l'international, mais en prenant que des avions Ryanair. Donc j'étais vraiment j'étais un ouvrier de la mode. On oui, c'est ça, un prolétaire de la mode. C'est ça, donc à pas savoir quand on travaille, à attendre le résultat d'option qui n'arrive jamais. Et, voilà, en fait, ce qui constitue, je pense, le gros corps du mannequinat de manière générale. Vous étiez un mannequin casting sauvage, vous avez été repéré dans la rue? Non, alors j'ai été repéré parce que j'ai fait une école d'art à la Cambre à Bruxelles où de nombreux étudiants sont étudiants en mode. Et du coup, voilà, là, il y a un booker qui était là et qui m'a proposé de travailler avec lui. Et j'ai vraiment de la chance parce que je suis tombé sur des gens très professionnels, mais voilà, en même temps, ça m'a pas... voilà, j'étais très loin de la grande carrière internationale et de toutes les paillettes qu'on peut imaginer. J'ai plutôt fait des lookbooks pour des marques obscures au fond de hangars à côté de Stuttgart. C'est aussi ça le non, mais c'est presque le seul métier d'ailleurs où les filles sont largement plus payées que les garçons. C'est le seul. Voilà, il y en a un dans le monde et c'est mannequin. Et c'est celui-ci. Effectivement, pour les garçons, c'est encore plus raide. Ça peut être bien raide pour les filles, mais pour les garçons, ça l'est encore plus. C'est une expérience assez intéressante parce que c'est quand même... Ça peut être assez loufoque et assez déstabilisant. Enfin, il se passe des choses assez particulières et ça tombe en fait de nulle part. C'est ça qui est assez dingue avec ce travail, quoi. Et je peux penser que ça peut nourrir à un moment donné l'imaginaire que vous développez dans vos romans. Il a dû changer sa taille aussi. Qu'est-ce que j'aimerais changer ma taille? Vous faites combien en vrai? En vrai, je fais 1m93, mais voilà, je me suis un petit peu tassé le jour où mon booker m'a mesuré, voilà, pour arriver à 1m80. C'est trop grand. Je connais rien. 87, vous avez donné? 89. Il m'a dit 89. Vous saviez ça aussi? Il faut pas être trop grand alors. Et sur son passeport, c'est une fausse taille qu'il a. Oui, mais de toute façon, il y a le miracle du passeport, qui est comme un truc, moi je vois, j'ai ma grand-mère anglaise, c'était ni la bonne date de naissance, ni son bon prénom, ni son bon nom de famille. Donc vraiment, le passeport, ça reste un truc où je connais pas mal de gens qui ont réussi à magouiller leur passeport, mais non, effectivement, l'idée, c'est qu'on soit exceptionnel et en même temps normal et en même temps grand, mais pas trop grand. Et puis, enfin bon, on peut l'imaginer aujourd'hui, c'est effectivement un bordel de savoir qu'est-ce qui est la personne type, finalement. Exactement. Donc la taille type. Alors pour cet album, Loudoyon, plein de collaborations, et puis pas qu'avec alors là, plutôt des fortes têtes, Benjamin Lebeau des Shoes, Dan Levy de Dodo. Ça a été facile ou pas quand on se... Non, je vois. Elle a l'habitude, le précédent c'était quelque chose aussi. Ah bah oui, avec c'était Timber. un ours. Ah, c'était un ours. Ouais. Non mais vous allez les chercher véritablement. Ouais, j'ai un fichu caractère. Non, je pense que... Ça a été facile non, ou pas? Je vous ai j'espère. vu sourire quand je vous ai posé la question. Donc il y a eu des tensions, j'imagine. Non, ça n'a pas été facile. Maintenant, je suis pas quelqu'un qui serait profondément rassuré à l'idée que ça soit facile. D'ailleurs, je pense que j'aime bien quand il y a de l'exigence. Alors être désagréable ou cinglé pour aucune raison, ça me gonfle. Et d'ailleurs, j'ai bossé avec des gens comme ça aussi dans ma vie et je me suis souvent barrée. Donc quand ça me gonfle trop, je m'en vais si ça travaille pas. Ça c'est du côté du cinéma, non? Ouais. Moi, vous avez quitté des plateaux. Ouais. Si ça travaille, c'est des métiers compliqués, c'est des métiers qui peuvent être pénibles et c'est bien normal qu'on puisse passer 12, 13, 14 heures de suite, qu'on s'énerve, et puis c'est très abstrait ces métiers-là. Donc pourquoi est-ce que
un son de batterie est mieux qu'un autre son de batterie? Oui, il peut y avoir des débats. En plus, il peut y avoir des débats sur les différences d'âge, les différences d'années dans le métier, les rapports garçon-fille. Enfin, tout ça ramène en plus des petites couches un peu rigolotes. Mais non, ce qui était bien, c'était là d'avoir pu s'entourer de gens qui allaient me mettre au défi. Moi, c'est ça qui me plaît. Sinon, il y a une grande partie que je peux faire seule. Et ce qui me plaît, c'est de faire le plus possible à peu près seule. Et puis ensuite, aller trouver des gens qui vont vous défier, finalement. Donc là, c'était merveilleux d'avoir un Benjamin Lebeau qui défiait l'anglaise qui est en moi, qui défiait le quelque chose de... Ça veut dire quoi, il défie l'anglaise qui est en vous? Il s'attendait à quelque chose, oui, de cru, de brutal, de raw, quelque chose de ce que je peux avoir, ce qui me plaisait bien. Et puis un Dan Levy, quelqu'un qui me voyait plus ou qui voulait que je prouve plus que j'étais chanteuse, en étant lui convaincu que je l'étais, que je chante plus et plus fort et plus haut et plus et que j'arrête la position de petite chose et que j'assume et que je prenne la place, un peu comme dans la pop américaine. Ouais, mais vous l'avez jamais eu vraiment la position de petite chose, si? Non, mais je suppose qu'effectivement, enfin, ils étaient rigolos parce qu'ils étaient entre Benjamin Lebeau qui la nuit, dès que j'avais une idée, là, par exemple, la chanson qu'on vient d'entendre, Burn, il y a 2-3 des gimmicks qui sont en fait la voix dans un micro de camionneur, dans une CB. Et moi, je lui chantais les lignes mélodiques que j'entendais en me disant qu'il allait trouver un musicien pour jouer ces lignes mélodiques. Et en fait, il me filait des micros de CB. Il me disait, vas-y, cale. Donc moi, je l'ai fait en me disant que ça allait être provisoire. Et en fait, tout est encore dans l'ordi. Donc ça, c'était plutôt rigolo. Et puis, avec Dan Levy, c'était différent. Je pouvais chanter. Il faisait, je déteste quand tu fais ce truc avec ta voix. Ah oui, super. Bon. Et puis, en même temps, oui. Ou on se barre, ou on fout des claques, ou alors on essaye. Ce qui est un peu plus drôle, c'est l'option d'essayer, tant que ça met pas en danger le travail. Alors, Simon Joannin, lui, c'est parfait pour lui, parce que lui, il travaille à 4 mains. Enfin, d'ailleurs, je me demande comment on peut écrire un roman à 4 mains. On fait ça avec à 2 têtes plus qu'à 4 mains. Hein, on fait ça à 2 têtes. À 2 têtes plus qu'à 4 mains. C'est-à-dire qu'elle écrit rien du tout, en fait, Capucine. Capucine, en fait, elle revient sur... Elle devait être avec nous, mais elle est malade. Ouais, la pauvre. Elle a une angine. Je la salue bien fort. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je vais pondre D'abord, on discute vraiment longtemps ensemble, c'est-à-dire que l'apport sémantique, les idées, c'est vraiment un travail commun. Ouais. Ensuite, moi, je vais pondre une matière qui va être très brute parce que j'écris presque sans réfléchir. Voilà, je fais une quantité de fautes astronomiques. Enfin, je regarde même pas ce que je tape. D'accord. C'est ça, vraiment un franc jeté. Et là-dessus, elle va revenir avec des annotations que moi ensuite je vais reprendre, etc. Ensuite, c'est un jeu de ping-pong qui ne s'arrête jamais. Et comme, en tout cas, dans la manière qu'on a d'écrire une nouvelle idée en amène forcément une autre, c'est quelque chose de très organique comme ça qui se monte jusqu'au moment où le livre est fini, quoi. Donc voilà, c'est assez instinctif comme manière de travailler. Alors le premier livre, il était signé tout seul. Elle était quand même de la partie. Vous l'aviez gommé carrément. Non, alors en fait, c'est-à-dire qu'elle avait pas le même travail sur le texte. Le premier livre, il vient d'une série de photos. L'été des charognes, qui vient à la base d'une série de photos qu'on avait faites ensemble parce que Capucine a une pratique de la photographie plus que de l'écriture à l'initiale. Et à partir de cette série photo, moi j'avais commencé à noter des anecdotes sur l'univers rural, des fermes, etc. duquel moi je viens. Et voilà, alors c'était pas quelque chose qui la concernait elle directement, c'était plus des choses qui venaient moi de mon expérience. Là, Nino, ça vient vraiment d'une expérience commune. Et c'est un roman beaucoup plus urbain, la galère d'un jeune couple dans la France d'aujourd'hui. Vous êtes né où alors? Moi, je suis né à Mazamet dans le Tarn. Ouais. Voilà. Et Capucine vient d'Essonne. Elle est née à Longjumeau dans le 91. Ça fait une sorte de court-circuit de précipité. On vous a demandé des sons à chacun et à chacune pour faire plus amplement connaissance. On commence par vous. Un bruit de bottes. C'est très élégant, Loudoyon. Sarah, je suis vraiment désolé, mais cette poupée n'est pas à vendre. Il faut que tu comprennes, ma chérie. Sarah, où vas-tu? Bonjour, monsieur. Je m'appelle Sarah, je suis ici avec mon papa. Je suis venue des Indes pour entrer en pension. Il reprend le bateau aujourd'hui et moi je vais rester ici. Personne pour me consoler, personne sauf mon amie Émilie. Émilie? Oui, Émilie, c'est le nom que j'ai donné à cette poupée. La raison de ce choix. En fait, c'est des petits bruits de bottes qu'on entend derrière. Bon, le bruiteur est pas génial. Manifestement, il a dû faire comme ça sur sa table. C'est ça. Mais il y en a quand elle court dans la neige où il y a un bruit particulier, mais Qu'est-ce que c'est que ce truc?
les angoisses viennent depuis très très loin et très très longtemps, et c'est vrai que je pense que je suis maladivement nostalgique et que j'ai besoin d'une empreinte d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vrai que j'ai jamais porté de basket de ma vie, pas parce que j'ai quelque chose contre les baskets, c'est si je m'entends pas marcher, j'ai pas l'impression que je marche ou que je suis en vie. Donc j'ai toujours eu besoin, dès la petite enfance, je volais les pompes des gens pour avoir les bottes qui faisaient le plus de bruit. Parce que j'aimais le rythme et le pace, comme on dit. Et effectivement, même mon fils, quand il était petit, pouvait s'endormir que dans mes bras parce que je marchais avec toujours des vieilles bottes où ce bruit il y a un rythme là-dedans qui me plaît. Et donc les bruits de bottes, comme a chanté Sylvie Vartan, je pense. Je sais plus si c'est Sylvie Vartan. Non, c'est Nancy Sinatra, non? Non, il y a une version absolument insensée, c'est pas... C'est Nancy Holloway. On se retourne vers Nicolas Subrechicot. Non, mais c'est une version... C'est Sylvie Vartan, si j'ai raison, qui a fait une version pas possible en français qui s'appelle Bruit de bottes. Ah, mais oui, bruit de bottes. Oui, je vois très bien. Bruit de bottes. Walking down the street. Elle a fait Pretty Woman avec Bruit de bottes. Mais donc, ce n'est pas en hommage à ces bruits de bottes-là. Mais effectivement, j'aime et les sons, ça m'a toujours donné envie. Donc le glaçon dans un verre de whisky dans un James Bond, je pense que j'ai toujours envie de whisky, alors que c'est même pas quelque chose que j'aime plus que ça, mais le bruit du glaçon la manière de manger dans les mochi, dans les dessins animés japonais aussi, le pain, il a toujours l'air absolument divin. Enfin voilà, c'est des trucs je suis sensible au son. Mais pour une musicienne, c'est parfait. Un son de générique de cinéma, ou presque, pour vous, Simon Joannin. Simon Joannin, un souvenir aussi? Oui, alors ça remonte, c'est vraiment commun avec Capucine, même si on se connaissait pas à cette époque. C'est le tout début d'avant chaque film qu'on allait voir au cinéma. Et c'est vrai qu'on a grandi en étant très impressionné. Enfin, c'est l'excitation qui monte avant la projection, peu importe ce qu'on va voir. Et c'est vrai que c'est vraiment quand on nous a demandé quelque chose que vous aviez en commun, tout de suite, voilà. Et puis c'était aussi une manière de rappeler que Nino, c'est un livre qui se nourrit autant de cinéma que de littérature. On est vraiment Capucine même plus que moi cinéphile. Et dans l'écriture et dans la manière de raconter les images, on est vraiment très pris par le cinéma d'une manière générale, quoi. Avec une essai de découpage et de montage dans le livre, on y reviendra tout à l'heure. Un son de cinéma japonais, ça tombe bien pour vous, Ludoyon. Un bruit organique que vous avez choisi. C'est quoi? Ça va avec un geste. C'est le premier film que je suis allée voir au cinéma qui est Ohio, Bonjour de Ozu. Et c'est des enfants, c'est une banlieue japonaise dans les années 50 après la Seconde Guerre. Et on voit à quel point les jeunes femmes de banlieue sont obsédées par l'idée d'avoir de l'électroménager américain. Donc toutes elles passent leur temps à vouloir acheter de l'électroménager et tout est vu du point de vue des enfants. Et les enfants vont à l'école, sauf qu'ils ont un jeu pour aller à l'école et qu'il y a un jeu où s'ils se mettent le pouce sur le front de l'autre, il est obligé de faire un paix. Et donc il y a un des enfants qui sur la route n'y arrive pas, qui finalement a autre chose qui est dans son pantalon et donc il est obligé de rentrer à la maison et tout le film est sur cet enfant qui va avoir honte et qui passe cette journée à la maison à voir toutes les mères qui négocient pour qui s'américanisent finalement. Et c'est absolument merveilleux. Et ce concours, depuis que je suis petite, effectivement, mon père à chaque fois s'amusait à faire le pouce sur la tête, et même si évidemment on ne pétait pas, histoire de pas angoisser les gens autour de nous, mais c'est un geste qui nous amuse. Et quand mon fils était petit, je lui ai montré en hommage et j'adore Ozu, mais quand je dessine, c'est une des choses que je mets les films d'Ozu. Je parle absolument pas le japonais, mais la musique, du rythme du japonais, la manière qu'ils ont de tirer les sons, les retenir, il y a quelque chose de très très musical maintenant. Un chant pour vous, un chant militaire, Simon Joannin. Que m'importe la gloire, les lois du monde et qu'importe la mort. Sur l'océan, j'ai planté ma victoire. C'est du vécu? Non, enfin c'est du vécu. C'est une chanson que mon père me chantait souvent. J'ai un père qui a été parmi ses vies marins à un moment donné. Et c'est vrai que voilà, je suis bercé de cette oralité aussi, et ça faisait aussi un lien avec Nino qui commence par la Légion étrangère, ouais.
Et ce chant-là en particulier, le Formant, c'est assez intéressant parce que c'est à la fois un chant militaire, mais qui raconte l'histoire d'un pillard, quoi, qui n'a d'autre objectif que de faire un gros coup et d'essayer de mourir un peu tranquille comme un bourgeois, ce qui est pendant longtemps l'idée de Nino, jusqu'à ce qu'il lui arrive certaines choses. Donc c'était des liens qui sont tissés après coup, dont on s'est rendu compte. Et Capucinez-vous. On a proposé ça. Très bien. On va parler musique tout de suite, ou plutôt on va entendre musique. C'est le live tout de suite dans le NRV. Rendez-vous. Et là, c'est le tout petit concert du NRV. Ouais, on aime bien. Et avant le tout petit concert du NRV, je donne quelques dates parce que Lou Doyon va être en tournée un peu partout. Lille, Rennes, au festival Mythos. Ce sera le 1er avril. Angoulême, Clermont-Ferrand, le Printemps de Bourges le 18 avril. L'Olympia à Paris, ce sera le 16 mai. Il y aura également Nîmes, Dijon, Biarritz. Toutes les dates sont sur son site et sont sur le nôtre. C'est à vous, Lou Doyon. Superbe. Lou Doyon. Merci. En live dans le nouveau rendez-vous. La prise de son était assurée par Maxime Ingrand, Grégory Wallon et Julien Dumont. Merci beaucoup. Les lives sont assurés par Jacques Manquet et ils sont à retrouver en vidéo sur franceinter.fr. C'est quoi ce petit carnet que vous avez avec vous? C'est un carnet de chansons? C'est un carnet de trucs. Il y a des accords, il y a des dessins, il y a des bouts de chansons, il y a des dessins, il y a des listes de choses à faire, il y a des réponses. Mais il y a des super dessins questions même, ouais. pour quand vous me demandez des jingles ou des trucs à faire, il y a des runes. Il y a plein de trucs. Et vous en avez plein comme ça, vous collectionnez vous gardez au fur et à mesure. Et vous avez aussi une petite palette de couleurs. Ouais, à côté de elle est bien. Ouais, elle est super, on dirait comme dans un étui à ta carte de visite. Ouais. Elle est magnifique. Elle est à fabriquer en fait. Il y a un type qui a trouvé un moyen de les aimanter et de fabriquer dans des porte-à-cartes Muji, je pense. Mais comme ça, voilà, il y a toujours une trousse avec. Non, mais c'est bien quand on bouge tout le temps. Il faut avoir la maison sur soi. Donc je suis comme un escargot. J'ai la maison avec moi. Vous dessinez vous aussi, Simon Jolin? Pas du tout. Non. Je dessine très mal. Je suis passé en 3 ans d'école d'art, j'ai réussi à louvoyer et à passer d'un cours à l'autre. Le professeur savait pas trop qu'est-ce que je foutais là. Donc il me mettait dans un coin, il me laissait tranquille en disant après tout, pourquoi pas. Mais vraiment, vraiment très mal, quoi. Vous faites de la musique? Alors j'ai fait de l'accordéon dans une autre vie. De l'accordéon, waouh. Ouais. Mais ça non plus, c'était pas pour moi. J'ai mis longtemps. Mais c'est très très dur l'accordéon. Ouais, je sais pas du tout qu'est-ce qui m'a pris. Alors vraiment, je saurais pas vous expliquer. C'était à quelle occasion? Je sais pas. Un jour, j'ai dit papa, maman, je voudrais faire de l'accordéon. Petit alors. Ouais, oui, petit, oui. J'étais vraiment enfant, mais disons que, là où j'étais, donc dans ce petit hameau, sans téléphone portable et sans connexion internet. Sans télévision, il fallait bien s'occuper au bout d'un moment. Et donc voilà, ça fait partie des nombreuses occupations. Mais voilà, je crois que là où j'arrive à faire quelque chose, c'est quand même c'est la littérature. On va en parler avec vous tout à l'heure. Vous, Lou Doyon, il n'y a aucune école d'art? Jamais, ça vous a pas tenté? Pourtant, le dessin est très présent dans votre vie. J'aurais aimé, mais en fait, j'ai arrêté l'école, j'avais 15 ans et demi. Donc j'ai pas le bac, et de ma génération il fallait le bac pour rentrer aux Beaux-Arts, et ensuite quand on arrivait à avoir un concours de l'extérieur pour pouvoir y rentrer, j'ai présenté des dessins et d'un coup j'aurais pu être scolarisée, mais j'avais 22 ans et j'avais un enfant de 3 ans à nourrir, donc d'un coup je pouvais plus jouer l'écolière, même si j'aurais adoré ça. Quand vous avez arrêté l'école à 15 ans, quel était le deal avec vos parents pour que vous puissiez arrêter l'école à 15 ans? Il fallait que vous assumiez, vous étiez autonome très rapidement? Il fallait, le deal, c'était ça. Le deal, c'est si je faisais des études, j'avais une chambre à la maison et un couvert, mais si je voulais faire la maline et faire du cinéma, je prenais mes affaires et je m'en allais. Alors ça allait parce que j'étais moi-même un peu maline en face quand même. Donc il y avait eu Mamie Roll, un premier film, il y avait eu Trop peu d'amour, un deuxième film, et il y avait Mauvaise fréquentation, que j'ai fait à 15 ans. Donc à 15 ans et demi, j'ai pu effectivement, avec la Caisse des dépôts, avoir une émancipation pour toucher 10% de ce que je gagnais au cinéma ou dans la mode, et me payer une chambre de bonne. Chris Isaak, oh non, c'est parfait comme parcours. Chris Isaak, ça représente quoi pour vous, pour l'avoir choisi comme reprise ici, Lou Doyon? Je pensais beaucoup en faisant cet album, j'aimais bien, c'est drôle, j'ai lu presque que des filles, j'ai pensé à il y a eu plein de gens autour, mais j'ai beaucoup pensé aux crooners. Et la position qu'ils ont dans la musique ou sur scène, et donc c'est vrai que je pensais beaucoup à Elvis, je pensais beaucoup à Nick Cave, que je vois comme un crooner aussi, et Chris Isaak est un crooner aussi, et c'est vrai que c'est un genre qui me plaît beaucoup. Je trouve qu'il y a une grande pudeur là-dedans, il y a quelque chose
Il y a une retenue et en même temps quelque chose d'assumé, quelque chose de l'ordre du spectacle aussi, qui m'amuse, de la mise en scène. Donc, et cette chanson, effectivement, bon, déjà, moi, je suis d'une génération où quand on aimait un clip, il fallait qu'on passe la nuit devant MTV en espérant qu'il repasse une deuxième fois. Et donc, quand même, ce clip... Les magnétoscopes existaient quand même à notre époque. Oui. Ouais, moi, j'étais pas techniquement au point, mais toujours aujourd'hui, j'ai du mal avec la technique. Donc, même enregistrer sur une cassette, je pouvais pas. Mais effectivement, je pense que c'est Helena Christensen, d'une beauté, mais juste on peut se taper la tête contre la télévision, je pense, littéralement. C'est en noir et blanc, lui est divin, elle est insensée de beauté, et ils roulent comme des sortes de glorieux nems sur une plage. Ils font des allers-revenus avec le sable noir collé sur leur peau à tous les deux. Et c'est vrai que c'était un peu comme le Michael Jackson, Naomi Campbell. Il y a des clips comme ça où par moments on disait mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous nous faites? Qu'est-ce que vous nous faites? Aujourd'hui, 3e album avec ce titre. Toujours intriguant, les titres chez vous, il signifie quelque chose. Soliloquy. Ça veut dire que vous parlez toute seule comme une petite vieille, le doyon? Vous en êtes réduite? C'est possible. Non, alors il y a plein de choses, il y a plein de choses dans les titres. Ce qui est surtout bien dans les titres, je trouve, c'est que moi personnellement, j'aime pas trouver des titres. J'aime pas résumer les phrases et je pense que j'ai appris à faire des phrases longues à tirade qui peuvent dire une chose et une autre. Donc l'idée de trouver un titre, c'est quand même enlever toutes les autres possibilités de titres. Donc, je m'arrange à me dire dernière chanson enregistrée égale titre de l'album. Donc, c'est ce qui s'est passé sur Places. C'est ce qui s'est placé sur Lay Low. Et sur cet album-là, la dernière chanson, c'était Snowed In. Et je me suis dit, je peux pas. Après Lay Low, Snowed In, les gens vont se dire qu'il y a une sorte de... Donc, je me suis dit, non, je peux pas. Et donc, l'avant-dernière, c'était Soliloquy. Et puis, ça me plaisait parce que déjà il y a ce qui est bien en faisant de la promo, c'est qu'on est obligé de réfléchir sur des choses qu'on a fait plutôt d'instinct. Donc maintenant que ça fait quelques semaines que je réfléchis, dimension théâtrale. Alors voilà, effectivement. Ah bah oui, parce que Soliloque, bien sûr, on pense effectivement, à ça. Je pense qu'il y a beaucoup. Ce qui me plaisait aussi, c'était l'idée de que ça soit une démarche consciente. Je pense que j'ai été un chouille agacée par le fait que les filles qui font de la folk, il y a une sorte d'idée où c'est comme si c'était quelque chose qu'on faisait, c'était comme un hobby ou quelque chose qu'on faisait le soir un peu entre le tricot et je sais pas, et faire à manger. Donc il y avait une envie de dire qu'on pouvait faire de la folk et être une femme et que c'était quand même de l'ordre du travail, qu'il y avait une mise en scène, que c'était pas des choses qui ne font que nous échapper. Bien sûr qu'il y a des choses qui nous échappent, mais c'est un travail actif, d'écriture, donc il y avait l'idée de la mise en scène, l'idée que le public était déjà présent, ce qui me plaisait, l'idée qu'il y avait quelqu'un qui était là pour l'entendre finalement. Ensuite, j'aimais l'idée qu'il y ait une note de musique dans voilà, qui est le sol là-dedans, qui est le sol par terre, qui est le sol, le soleil, enfin, qui avait quelque chose de... Vous avez vraiment bien travaillé votre truc. On réfléchit, au bout d'un moment, on réfléchit. Et ce qui est bien, c'est par exemple le duo avec Cat Power, où ce qui est rigolo, c'est qu'elle s'est quand même placée. Moi qui pensais beaucoup au théâtre antique et au fait que l'artiste est peut-être juste un émetteur à émotion ou une radio par lesquelles les choses nous transpercent, nous traversent, j'en sais rien. Elle s'est placée étonnamment quand je lui ai proposé un duo comme des chœurs antiques. Elle est partout. On l'écoute. Ouais. Oh, it seems hard to believe it's still you. Oh, it seems hard to believe it's still you. I'm talking about, yes, wherever I start, I end up with you. And I know for a fact, it's got little to do with the stranger I see. It's just that I miss who I used to be. So I go out and pretend it's not you that I'm running from. Just when I think that I'm free, I bump into you. Vous l'avez enregistré ensemble ou ça s'est fait séparément? Elle a travaillé de son côté et vous, c'est comme ça? Donc c'est elle qui a décidé de se placer comme ça par rapport à votre travail. C'est ça qui est bien parce que je pense que si j'avais été dans le studio, je l'aurais influencé d'une manière ou d'une autre. Alors que je lui ai envoyé la chanson, je lui ai envoyé la session Pro Tools avec juste l'enregistrement de la guitare, l'enregistrement de ma voix, la structure, la découpe et puis les paroles. 2 photos de Dorothea Lange en lui disant qu'il fallait pas qu'il y ait une pointe de tristesse là-dedans, qu'elles étaient fières, ces filles-là, qu'elles avaient le menton chin up high. Donc, et les photos des filles dans les Dorothea Lange, elles ont ça.
elles ont plus rien du tout. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Le regard, il est costaud. Donc je lui ai dit, tu fais ce que tu veux. J'ai fait des petits blocs de couleurs, des trucs en disant, voilà, tu peux chanter ça ou passer. Et je pensais qu'elle enlèverait des bouts de ce que je chante pour faire un duo plus classique, entre guillemets. Et quelle idée géniale elle a eu d'être... Et elle est comme plein de voix dans la tête aussi, finalement. Elle se place comme votre des deuxième échos. voix, ouais. Comme une deuxième voix dans un soliloque. Ouais, absolument. C'est vrai que c'est vraiment ça. C'est un titre à part, en même temps, ce duo avec Cat Power sur ce disque, qui est quand même beaucoup plus électrique, beaucoup plus nerveux. Il y a deux particularités, deux sons, celui de Benjamin Lebeau, celui de Dan Levy. Je crois qu'on peut écouter un petit titre produit par Dan Levy, celui-là. Oui, il y a vraiment une autre couleur qui arrive même dans votre univers. Comme je disais tout à l'heure, vous êtes au début d'une carrière, c'est que je trouve que ça y est, il y a vraiment beaucoup d'influences qui ont été digérées et que là, les choses s'ouvrent avec des chansons comme celle-là. C'était quoi le moteur pour changer un petit peu de focale, pour s'éloigner du folk, mettre autre chose dans votre musique ? L'idée, c'était effectivement de dire, je pense que ce qui est fait n'est plus à faire d'une manière. Et donc, c'est vrai que ce qui est amusant, c'est que Soleleki maintenant se place comme si Lay Low et Places étaient ensemble, alors que c'est faux. Quand Lay Low est sorti, c'était une rupture totale avec Places. Sérieux, absolument. Absolument. Donc, je pense que j'aime bien que ça bouge de toute façon. Et après, l'idée, là, était de se dire, on avait remarqué avec Nicolas Subrechiko que j'ai une rythmique étrange, que j'ai une pulse qui peut être bizarre et qu'effectivement, Étienne, comme tous les producteurs, Étienne m'a amené vers quelque chose qui était pour lui plus de la soul, je pense, de la pop anglaise pour le coup, et aimait ce qui était plutôt binaire. Taylor Kirk dans mes chansons entendait plutôt que du ternaire et entendait une fille qui faisait du blues ou quelque chose comme ça. Et mes chansons sont étrangement, systématiquement entre du binaire et ternaire. Donc là, on est rentré en studio en se disant, enregistrons juste batterie-voix. D'accord. Et comme ça, on trouvera le groove de chacune d'elles, mais en séparé. Donc d'un coup, je pense que c'est la première fois que c'est un album où chaque chanson était comme une entité qui a trouvé son producteur et ce qui lui irait d'une manière. Donc elles ont été faites avec François Poggio, Nicolas Subrechiko et moi, toutes en studio, guitare, riff riff de guitare et batterie. Et c'est ça que j'ai envoyé au producteur. Ce qui fait qu'il y avait plus la possibilité. Si on fait une métaphore de dessin, je pense que quand on envoie des chansons guitare, folk plus voix, c'est comme un dessin au fusain. Si c'est un peu joli, les gens mettent 4 touches d'aquarelle et puis on pense à l'encadrement, mais on n'ose pas y toucher plus que ça. Ouais. Là, si on se met à dessiner au marqueur d'entrée, normalement, le chemin des possibles devient plus grand. Donc je pense que c'est ça qui était heureux, ça permettait plus d'imagination pour les producteurs. Et vu que moi, la pulse était là, qu'il l'emmène d'un endroit ou d'un autre, c'est ça qui m'amusait, c'est ça que je voulais. Après, si ça partait là où je voulais pas, je m'engueulais avec tout le monde et je récupérais l'enfant, mais j'aimais bien qu'il se passe des trucs. Et ce qui était bien, c'était qu'il y avait un Benjamin Lebeau qui était conscient qu'il y avait Dan Levy, donc qui était curieux de ce qui se faisait en face, qui motive toujours un peu, et un Dan Levy qui était courant qu'il y avait un Benjamin Lebeau. Donc c'était très bien parce que ça renvoyait des énergies où je pense qu'un s'est rendu plus branque que d'habitude, et l'autre s'est rendu plutôt plus carré que d'habitude. Simon Joannal, je vous sentais très attentif à ce que disait le doyen. Ça fait écho à quelque chose? C'est très technique pour moi tout ça. Donc moi j'ai vraiment une oreille pitoyable au niveau de la musique, mais c'est vrai qu'après je suis assez intrigué et sensible à voir comment ça fonctionne, tout simplement, comment c'est aussi un travail collectif derrière tout ça. Absolument. Et c'est aussi ce que nous on essaie de défendre en littérature d'une manière générale. Je pense que quand on est artiste, on dépend toujours de quelqu'un. Quand on est romancier, quand même, on dépend un peu moins de gens. Hein. C'est pas un travail trop collectif. Vous écrivez à deux têtes. Je pense que nous, on écrit à deux têtes, mais d'une manière générale, quand je partage mon expérience, ça dépend si on a envie de se hiérarchiser ou pas. Mais c'est vrai que ça arrive souvent que, en tout cas, il y ait quelqu'un d'intime qui lise tout le temps et qui fasse un retour, quelle que soit son implication. On travaille aussi avec des éditeurs qui mettent toujours quelque chose dans le texte. Surtout chez Alia. Je peux vous dire que chez Alia, Bérébi est derrière. Oui, alors après c'est toujours lui, évidemment. Toujours lui. Mais c'est vrai que ce qui est très bien chez Alia, c'est que on touche rien au corps du texte. C'est vraiment que du travail technique qui est fait dans l'éditorial. Et le but, c'est de le resserrer au maximum pour qu'il ne reste que l'essentiel et que ce qu'il porte. Donc rien de superflu. Et c'est vrai que c'est assez à la fois déstabilisant et très
très enthousiasmant de voir le texte passer un petit peu genre, au fil du tri comme ça, quoi. On va parler littérature dans quelques instants avec vous. Vous restez avec nous, le Doyon. Peut-être quelques dates encore de concert, Marion? Le 16 mai à l'Olympia à Paris et le 18 avril au Printemps de Bourges. Va piano et en solo pour Hervé, c'est la nouvelle voix de la chanson à suivre bien sûr sur France Inter. Rendez-vous. France Inter. Le nouveau rendez-vous. Laurent Goumard. Je me prends en pleine tête 180 tartes par minute. Et je tends les dojos parce que j'adore ça. La langue dehors, je hurle en remontant la foule. Je vois rien d'autre que l'intérieur de mes paupières où je laisse exploser les ombres. Et je souris comme un abruti, si content d'être vraiment défoncé. À partir de maintenant, ça compte pas. Y a plus de temps, plus rien. C'est vous qu'on entend, Simon Johannin, dans ce clip qui accompagne d'une certaine façon la sortie de Nino dans la nuit, ce deuxième roman. Oui, en fait, c'est Capucine qui a eu cette idée. Capucine, votre épouse. Ouais, qui m'a dit un jour, ça serait bien quand même, étant donné qu'on parle tout le temps de cinéma, de trouver des gens qui voudraient réaliser une bande d'annonce, voilà, de faire quelque chose d'un peu spécial, qui permettrait de communiquer sur le livre tout en restant de la création. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et en fait on a contacté Contrefaçon qu'on connaissait pas du tout, on a découvert leur clip un peu par hasard, on leur a fait lire le livre et ils ont dit oui, écoutez, ça colle vraiment avec notre univers, donc on s'est associé le temps d'une semaine et ils ont écrit le clip, donc c'est eux qui ont décidé de nous mettre en scène dedans, on s'est retrouvés embarqués dans un truc qu'on maîtrisait plus du tout. Et voilà, ça a donné ce qu'on a pu entendre là, alors avec toutes les images Quelles images, quel type de référence de cinéma pour vous? En fait, pour Nino, on s'est vraiment plongé dans ce qui nous a marqué quand on avait entre 16 et 20 ans, je dirais. Donc il y avait du Gaspard Noé, du Harmony Korine, du Greg Araki, du Terrence Malick, Sofia Coppola, enfin voilà, plutôt du cinéma américain d'une manière générale. Donc c'est très générationnel. Ouais, et c'est ce qui nous a un peu Larry Clark aussi, même si c'est moins évident comme rapport. Donc c'est des films qui nous ont marqués, mais qui nous ont, je pense, plus choqués que vraiment emportés vers le haut. Mais c'est très lié. Harmony Korine a écrit pour lui. Enfin, c'est un petit peu tout cet univers-là. Et c'est vrai que nous, on voulait vraiment, on aime bien la porosité, en fait. Moi, je me suis sorti très enfermé après L'été des Charognes. L'été des Charognes, premier roman, ouais. Enfermé par quoi? Enfermé par le monde de la littérature, qui d'un coup, alors tout le monde m'offrait des livres sur des jeunes qui grandissent à la campagne. Je me retrouvais avec des gens qui avaient tous entre 35 et 50 ans de plus que moi. Donc j'arrivais, moi, à 23 ans là-dedans, et je me suis dit, merde, ça me correspondait pas vraiment, et du coup, on s'est dit que le mieux, ce serait de trouver des alliés avec qui faire des choses qui nous ressemblent, dont Contrefaçon, dont on a pu entendre un morceau de travail. Alors, vous êtes aujourd'hui l'auteur fêté, il suffit de lire les critiques de Nino dans la nuit chez Alien, un roman coécrit avec Capucine Johannin, votre épouse. Le roman Nino dans la nuit, c'est le parcours, la galère de Nino. Il a 20 ans, son père le croit étudiant, mais c'est pas du tout ça. Il a tenté une école de théâtre, ça a mal tourné, parce qu'il ne se sentait pas du tout à sa place dans un milieu dont il ne partageait pas du tout les codes. On le trouve au début du roman sur le point de s'engager dans la Légion étrangère pour fuir quelque chose, se cacher, mais là encore, ça ne marche pas, trop camé. Alors, il retourne à Paris dans un trou à rats, sa copine va le rejoindre, et c'est une vie précaire qui recommence. Petit boulot, sur mal payé, exploitation de tous les côtés. Heureusement qu'il y a les nuits passées à se shooter avec Malik, un copain trans. Nino a une belle gueule, ça l'aide à passer pas mal d'épreuves, pas de contrôle de faciès, alors même qu'il va jouer la mule pour un trafiquant de pierres précieuses. Et pour l'un de ses contrats, il se retrouve en Belgique. Là, c'est une sorte de révélation. Sa vie pourrait bien changer. Le cinéma, pourquoi pas. Mais est-ce que tout va encore déraper? Simon Johannin, vous avez presque l'âge de votre héros. Vous avez 26, 27 ans? Ouais, j'ai 26 ans. Qu'est-ce qu'il a de vous? Il tente le théâtre, il y aura le cinéma, il multiplie les jobs, il se fait exploiter, il ne porte pas de sous-vêtements sous ses pantalons. J'ai bien lu, parce que ça, c'est qu'une phrase. Hein, je pense que mon point commun, ce serait plutôt l'absence de slip dans les jeans. Non, je plaisante. Mais de moi, alors c'est pas du tout Nino, c'est pas du tout un roman. Non, je sais, ça n'a rien d'autobiographique. Il y a quelque chose quand même de générationnel. Je pense, bien sûr. Déjà, les espaces, c'est aussi un livre sur les territoires, et moi, je suis incapable de parler de territoires que je ne connais pas. J'étais incapable de parler de Paris et de la banlieue avant d'y habiter, donc déjà les espaces traversés, et puis tous les espaces, c'est-à-dire donc cette espèce de squat, les fêtes, la Belgique, vous y êtes allé avec Capucine. Ouais, on a vécu 3 ans à Bruxelles, donc effectivement, oui, tous les espaces traversés. Photographié beaucoup par Capucine. C'est que moi je travaille beaucoup à partir des images de Capucine aussi, donc on a ressorti énormément d'archives, et c'est aussi un regard, une critique qui se construit. Voilà, Nino, c'est ni le jeune le mieux éduqué, ni le plus talentueux, ni le plus quoi que ce soit. Voilà, il est un petit peu tumultueux et instinctif, mais quelquefois tête à claque. Voilà aussi, mais il va se construire une espèce
d'esprit critique au fur et à mesure des expériences. Nous, on voulait vraiment valoriser, un roman initiatique et valoriser l'intelligence qui vient de l'expérience plutôt que de la culture et des études, qui est quelque chose qui n'est pas à la portée de tout le monde. Et voilà, on estime que les savoirs peuvent pousser partout et que l'expérience de nos personnages et ce qu'ils en tirent est assez intéressant, en tout cas suffisamment intéressant pour le mettre dans un livre. Le livre s'ouvre, Marion l'a lu aussi, c'est fulgurant sur la Légion étrangère. Ce que je voulais dire, c'est que le style n'est pas du tout naturaliste. C'est pas parce qu'on parle d'un roman social qu'il est naturaliste. Le style est des fulgurances poétiques, des fulgurances trash. C'est vraiment formidable. Ça commence sur la Légion étrangère. Là aussi, documentation. Vous avez fait des photos avec Capucine, ça m'étonnerait. Non, la Légion étrangère, ça vient à la fois de personnages que moi je connaissais dans mon enfance, d'anciens légionnaires, de chants, etc. Donc cet univers un petit peu martial. Puis il y a ce côté un peu mystique où c'est une porte par laquelle on passe, où on change d'identité. Et voilà, c'est à la fois militaire, à la fois l'aventure. Donc c'était assez intriguant et je me suis retrouvé donc pour aller prendre des informations. Donc il y a soit la porte par laquelle on passe et dont on ne revient pas forcément, et il y a aussi un bureau d'info. Et là j'ai été annoncé comme un aspirant en fait. Le mec de l'armée de terre a dit Légion étrangère, un candidat pour vous. Donc moi j'ai joué le jeu pendant 2 heures face aux légionnaires qui étaient là et ça couplé à beaucoup d'images d'archives, beaucoup de reportages et de récits de témoignages. Ça a été un exercice de fiction qui permettait de déstabiliser un petit peu et puis d'introduire le livre d'une manière qui nous correspondait vraiment, quoi. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est aussi un livre sur les jeux de pouvoir, notamment entre certaines personnes et les autres. Par exemple, les légionnaires ou certains patrons vont parler en lettres capitales, c'est-à-dire donc on a l'impression que les gens hurlent dans le roman. Mais c'est aussi un roman sur le travail, sur la valeur travail, avec une génération qui va bosser, mais qui ne va rien gagner. Ouais, et puis qui va bosser un petit peu et qui va vite sentir le roussi et se dire voilà, je préfère rester chez moi et à me débrouiller autrement, quitte à me mettre en danger pour vivre une vie autrement plus intense que celle qu'on me propose. Cette précarité, vous l'avez connue dans votre parcours vous-même ? Il y a eu, moi, j'estime pas que j'ai eu une vie malheureuse, mais j'ai eu une vie étrange. Je la qualifie comme ça, c'est-à-dire que elle est pleine d'accidents et il y a des moments où effectivement. Quand je me retrouve parce que c'est la fin du mois ou le milieu du mois, escalader le portail d'un carrefour pour aller voir ce qu'il y a dans les poubelles et que je croise toute une tripotée de personnes avec qui j'ai rien à voir, avec qui je partage pas du tout une intensité de précarité. Une scène alors c'est vraiment une scène du roman, celle-là. Oui, ça c'est vraiment une scène du roman. De toute façon, toutes les scènes du roman sont plus ou moins inspirées de nos expériences ou de celles de nos proches. Voilà, en fait, j'ai toujours été télescopé dans les réalités des autres. J'ai un peu surfé comme ça sur ce qui dans la vie n'est pas forcément évident et en tout cas j'ai pu échanger avec énormément de personnes pour que ça me constitue et qu'une histoire naisse de tout ça. Donc moi je m'estime pas si je suis là, c'est que j'ai eu suffisamment de chance pour arriver jusqu'ici en tout cas, quoi. Je regardais vos bras à chacun et à chacune. Vous êtes tatoué, qu'est-ce que vous avez comme tatouage ? Alors là j'ai une lionne blessée qui est un motif qui vient d'un bas-relief assyrien, donc du palais de Ninive de Sardanapale, qui était le premier mec à avoir construit une bibliothèque. Alors c'était un espèce de farfelu bisexuel avec une voix très efféminée, ce qui énervait beaucoup son peuple, mais pour le calmer de temps en temps, il sortait à poil avec son poignard, tuer des lions dans son jardin. Voilà. Ça calme. C'est une de ces scènes de chasse et donc voilà, c'est le premier à avoir créé la première bibliothèque cunéiforme. Mais moi je me situe plus des animaux blessés. J'aime bien. Il y en a d'autres ? Oui, j'en ai un petit peu partout. Alors celui-là c'est le plus conscientisé, on va dire. Les autres sont généralement faits tard dans la nuit à coups d'aiguille. C'est vous-même qui le faites ? Non, c'est des amis. Non, je passe à la casserole à chaque fois. Et vous ? Le dernier tatouage, le doyon ? Le dernier, je pense que ça doit être, c'est ou celui-là de Bill Hicks qui dit It's just a ride. C'était comme ça qu'il terminait tous ses spectacles. C'était un comique américain que j'aime tendrement, qui est mort très jeune. Et Bill Hicks faisait des spectacles. Il aurait dû être prêtre. Et c'est un prêtre gone wrong. Il est devenu un anti-preacher, mais c'est quand même un preacher. Donc il hurlait sur les gens dans le public, ce qui fait qu'il était... Pour le calmer un peu. Il était déprogrammé. Oui, il était déprogrammé de partout. Et même le Letterman Show, je crois que 4 fois ils l'ont viré. Et donc à la fin, c'est les groupes de rock qu'il prenait comme première partie. Et il terminait ses spectacles en disant, voilà, le monde, ça monte, ça descend, it goes up and down. Mais ayez pas peur, it's just a ride. Donc ça me calme les nerfs beaucoup. Pour vous exciter encore plus, je vous propose de lire Nino dans la nuit chez Alia. Merci Simon Joannin, merci Lou Doyon. Merci. Tout de suite, vous l'avez compris, c'est le NRV première partie qui se finit. On va se retrouver dans 15 minutes avec le journal.